Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, il était probablement le chef le plus connu d'Alsace. Émile Jung s'est éteint ce matin à l'âge de 79 ans et les réactions sont unanimes et nombreuses dans le monde de la gastronomie. Nous y reviendrons. À Rosheim, la communauté des sœurs bénédictines lance un appel aux dons pour rénover son couvent. C'est le seul en Alsace à fabriquer des hosties et nous y avons rencontré Mère Marie-Paul, 102 ans, dont 80 de vie monastique. Et puis, quand la photographie raconte la naissance de la sismologie, direction la galerie La Chambre à Strasbourg pour une exposition unique. Il a été le plus jeune chef étoilé de France. Des étoiles, il en a d'ailleurs eu 3 pour son restaurant Le Crocodile à Strasbourg. Le chef Émile Jung est mort ce matin à 79 ans. Pendant toute sa carrière, il aura marqué le monde de la gastronomie et l'Alsace. S'il avait pris sa retraite il y a 10 ans, il restait néanmoins actif et notamment présent pour le secteur associatif. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage toute la journée. Et nous sommes allés à la rencontre d'un de ses amis, Fernand Michler, ancien chef étoilé du Cheval Blanc à Lembach. Ça fait un moment qu'on le sait qu'Émile est malade. J'allais le voir à l'hôpital et j'allais voir sa femme qui est restée sur place pendant toutes ces journées, nuit et jour. Elle était là-bas, mais il est parti apaisé. C'était avant tout un très très grand professionnel, mais pour moi c'était surtout un ami qui part. Hein. C'est lui qui a formé mon fils et voilà, on était très proches. Dans tous les coups, quand on a fait l'époque Val d'Isère, toujours il était là, Séville, le Japon, partout, on pouvait toujours compter sur Émile. Il aimait trop sa région pour être absent. C'est quelqu'un qui a beaucoup amené à l'Alsace. Hein. C'était le premier 3 étoiles à Strasbourg. Il était remarquable. Et la mémoire d'Émile Jung a logiquement plané sur la cérémonie du palmarès du guide Michelin qui se tenait cet après-midi à Paris. Le directeur du Guide Rouge a rendu hommage à celui qui a porté haut les couleurs de la gastronomie française et du terroir alsacien. Mais pas de nouvelle étoile pour les chefs alsaciens cette année. Depuis 1862, le monastère Notre-Dame du Sacré-Cœur de Rosheim accueille une communauté de sœurs bénédictines. Et c'est là que vit depuis une quarantaine d'années Mère Marie-Paul. Du haut de ses 102 ans, elle fête ses 80 ans de profession monastique. Rencontre avec Cécile Motz. C'est derrière ces murs que se fabriquent les seules hosties en Alsace. Et parmi les sœurs bénédictines qui mettent les mains à la pâte, il y a Marthe. Je crois que c'est 1 kilo. Il me semble que c'est 1 kilo. Née le 6 août 1917, 4e d'une famille de 5 enfants, elle entre à 21 ans au couvent et devient alors sœur Marie-Paul. 80 ans plus tard, elle est toujours là après une vie en habit. Je n'ai pas eu, un événement qui m'a décidé. Je crois que j'ai toujours pensé à ça. Je peux me tromper, mais il n'y a pas d'événement. C'est en Mayenne qu'elle passe la première partie de sa vie monastique. En 1983, les sœurs bénédictines de Rosheim la sollicitent afin qu'elle devienne prieure. Sœur Marie-Paul devient Mère Marie-Paul et prend en charge la communauté durant 18 ans. Elle entreprend alors de nombreux chantiers au couvent, notamment la rénovation de la chapelle, mais pas seulement. La première chose que j'ai faite, ça, c'est les ascenseurs. Quand j'ai vu que les pauvres sœurs, elles avaient beaucoup de mal à descendre des escaliers, j'ai pensé tout de suite à ça. Et les pompes à chaleur. Je crois qu'elles existaient déjà, mais enfin, tout n'était pas chauffé. Mère Marie-Paul a également mis en place le site internet du couvent et a accueilli nombre de nouvelles sœurs. Parmi elles, Mère Marie-Pierre, arrivée il y a 20 ans au couvent de Rosheim, elle a pris sa succession. C'est important pour nous qui avons quelques années de vie monastique ou pour des jeunes qui arrivent de voir qu'à 102 ans, alors qu'on va fêter ces noces de chêne, eh bien, on a un esprit très jeune, on est pleine de vitalité, vous voyez. Il ne s'agit pas de retirer l'heure de travail aux hosties parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Mère Marie-Paul lit quotidiennement, participe à nos offices du matin, à 9h elle est à la messe, elle participe à la table avec nous, l'après-midi elle travaille un petit peu, le soir elle est avec nous à l'office des vêpres, elle tient son temps d'adoration quotidien. Donc elle est vraiment dans notre vie, à son rythme, mais elle est vraiment dans notre vie.
La doyenne de la communauté célébrera son jubilé le 1er février, l'occasion pour elle de renouveler son engagement dans la vie monastique. Et à noter que le couvent de Rosheim est en pleine collecte de fonds pour financer des travaux de rénovation importants, chaufferie, toiture, façade, un chantier évalué à 2,8 millions d'euros. Un peu de tendance à présent économie. Le réseau d'agences d'architectes d'intérieur Note de Style fête ses 10 ans. Avec un siège social à Strasbourg, l'entreprise rassemble aujourd'hui 12 agences dans l'Hexagone. Cécile Motz. Voilà 9 mois que Jonathan travaille à la rénovation de son nouvel appartement. Mais pour cet apprenti bricoleur, enseignant de profession, difficile à un moment d'avancer sans conseil professionnel. J'ai pensé au papier peint en fait pour mettre en valeur votre coin TV. D'accord, très bien. Et du coup, je pensais à quelque chose d'ultra graphique pour avoir ce côté loft que vous recherchiez pour le mur de la cuisine avec la cuisine noire laquée. Noir mat, pardon, chez vous. Très bien. Et il n'est pas seul dans cette situation. De plus en plus de Français font appel aux services d'architectes d'intérieur. C'est un ancien bâtiment industriel qui a été rénové en appartement. On voulait à la fois faire une ouverture vers l'extérieur, donc créer une ouverture vers le jardin. On voulait réunir aussi 2 niveaux et on voulait développer cet aspect loft un petit peu industriel. Par rapport à notre projet, il nous a emmené un petit peu plus loin finalement que l'idée qu'on avait à l'origine. Donc il a apporté ce regard de professionnel. Car le métier d'architecte d'intérieur peut aller de l'extension de la maison à la gestion du second œuvre, voire parfois du gros œuvre. Il y a 10 ans, Jérémy Erhardt, architecte d'intérieur, a créé un réseau spécialisé de professionnels du bâtiment. Et parce que les travaux peuvent facilement tourner au cauchemar, il a lancé une application qui met en relation tous les intervenants d'un chantier. L'idée était de pouvoir faire bénéficier à toute la France des mêmes tarifs que je pouvais proposer en Alsace, donc des tarifs réduits et au forfait plutôt qu'au pourcentage. Donc derrière, c'était un gros travail, c'était 2 ans de rédaction d'un cahier des charges qui fait plus de 1000 pages, c'était création d'un logiciel sur mesure qui n'existait pas dans le domaine pour faire tous les documents de la franchise, des documents de travail et que nos clients et nos entreprises puissent suivre en temps réel les chantiers via une application mobile. Et c'est également été nouer un grand nombre de partenariats à travers toute la France pour trouver des entreprises, de la communication, etc. 10 ans plus tard, son entreprise réunit environ 500 artisans sur toute la France. Avec ses 12 franchises, il a séduit 600 clients, essentiellement des particuliers, et rénové 15 000 mètres carrés. L'objectif pour ces prochaines années, s'étendre encore davantage en France. La photographie comme témoignage de la naissance d'une science, en l'occurrence la sismologie, c'est à découvrir à Strasbourg à la galerie La Chambre, place d'Austerlitz. Un reportage de Camille Roland. C'est un voyage dans le temps que propose la galerie artistique La Chambre. Nous sommes en 1870 lorsque Guillaume II conquiert l'Alsace et souhaite faire de Strasbourg une vitrine de la supériorité allemande. Il fait donc venir des scientifiques et investit de grosses sommes d'argent dans l'université et la création d'une station de sismologie, une science encore balbutiante. Et c'est là le point de départ de l'exposition Les bruits du temps 2. Ces plaques photographiques, elles représentent des instruments de mesure, l'intérieur du bâtiment de la station de sismologie, les scientifiques eux-mêmes, les procédés scientifiques et certains relevés aussi. C'est des photos qui datent entre 1900 et 1918. C'est des photos qui ont été faites par les scientifiques allemands à l'époque de la création de la station et qui ont été par la suite archivées et conservées par les Français quand l'Alsace est redevenue française. En fait, il reprend les plaques photographiques, il les met sur une table lumineuse. Donc, il y a une source de lumière qui vient d'en bas, il y a une source de lumière qui vient aussi d'en haut. Il va les refotographier en positif. C'est pour ça qu'on a les couleurs qui sont inversées, c'est parce que c'est des plaques négatives qui refotographient en positif.
Pendant 2 ans et demi, l'artiste autrichien Arno Giesinger s'est penché sur les vieilles archives de la collection sismologique de l'École et l'Observatoire des sciences et de la Terre. Son ambition, exploiter pour la première fois un fonds universitaire de façon artistique et non pas pédagogique ou scientifique. Car la photographie joue un rôle important pour les chercheurs à cette époque-là. Elle leur permet de retranscrire les phénomènes naturels pour mieux les comprendre. Ainsi, l'exposition témoigne de la naissance de la sismologie moderne et du lien étroit entre l'image photographique et la construction d'une science. La photographie et la sismologie sont deux domaines qui sont très liés par un inventeur qui a travaillé ici à Strasbourg à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Ernst von Röber-Paschwitz et qui était le premier à associer les enregistrements sismiques avec la technique de la photographie. C'est-à-dire qu'il a développé une machine, un instrument, un enregistreur qui était capable de mesurer des tremblements de terre à distance, mais aussi de les enregistrer sur du papier photographique, ce qui était à l'époque assez extraordinaire. C'est un récit au premier regard documentaire, mais pour moi c'est autant un récit poétique, parce que ces images qui ont une grande étrangeté pour le visiteur d'aujourd'hui, il découvre aussi la beauté de ces images qui conservent aussi le temps qui a passé, qui conservent parfois aussi leurs défauts, donc qui expriment aussi le temps qui passe. Alors pour découvrir un pan méconnu de l'histoire scientifique de Strasbourg, rendez-vous à la galerie La Chambre jusqu'au 8 mars prochain. Et on finit ce journal avec, comme tous les soirs, l'image du jour, Oliviane. Il aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de proposer une absurdité pareille. Le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a voulu être plus vert que les Verts et a proposé de déménager la gare de l'Est en banlieue pour créer un Central Park à Paris. Levée de boucliers de tous les Alsaciens sur les réseaux sociaux, et notamment les candidats à la mairie de Strasbourg, bien sûr. Alain Fontanel parle de Schnapsidee, Jean-Philippe Vetter de projets inacceptables et de manque de considération. Alain Yound estime enfin qu'il a fumé la moquette. Brigitte Klinkert, elle, est très fâchée et rappelle que les collectivités alsaciennes ont massivement financé ce TGV. Jean Rantner, enfin, affirme que Griveaux a trop joué au Monopoly dans son enfance. Et même des sites satiriques s'y mettent et lui suggèrent de déménager tout Paris dans un désert pour créer un Las Vegas français.